On est avec David Arsenault, descripteur des matchs des Alouettes de Montréal et de l'ensemble de la LCF ainsi que de la NFL et animateur des matchs des Sénateurs d'Ottawa à RDS. Salut David, Bonjour, comment ça va? ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci de m'inviter. Ça fait plaisir. Ben, écoute, pour commencer, tout d'abord, là, ramène-nous un peu au début de ta carrière. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à RDS? Ça a commencé au milieu des années 90. Lorsque j'ai terminé mes études au Cégep de Jonquière, j'ai travaillé 1 an et demi environ à TQS, qui est l'ancêtre de V et de Nouveau maintenant. Je travaillais au sport, au bulletin de nouvelles. Je faisais également d'autres emplois, archiviste, rédacteur. Et après 1 an et demi, je me suis retrouvé sans heures à TQS. Alors, mon nom avait circulé. J'avais des amis au réseau des sports. Et à un moment donné, il y a un patron qui m'a appelé et qui m'a proposé de me joindre à l'équipe. Mais il n'y avait pas du tout de promesse à me faire. C'est-à-dire qu'il voulait couper les heures supplémentaires d'un peu tout le monde et les rassembler pour une seule personne. Alors, il m'a dit, viendrais-tu chez nous à RDS? J'ai accepté. Et de fil en aiguille, j'ai fait ma place et puis j'ai été en mesure de devenir le reporter attitré aux Alouettes quelques mois plus tard. Puis ça a été le début d'une belle aventure. Ah oui, ça, c'était au début de RDS, dans le fond, là, donc il y avait peut-être un Quelques peu années moins de après. sport. Oui, Ouais, quelques années après, oui. c'était en janvier 96, donc ça faisait au moins 6 ans que le réseau des sports était ouvert. OK. Et à ce moment-là, c'était quand même un réseau assez jeune. Beaucoup de jeunes journalistes, mais comme c'est toujours le cas, il y a une bonne rotation de journalistes à RDS. Et donc, faire ma place de cette façon-là. Et puis, j'y suis depuis 1996 officiellement. Mhm. Et comme Éloi le disait, en fait, tu couvres particulièrement le football et le hockey. Est-ce que c'était deux passions dès le début ou c'est devenu, pas de fil en aiguille, les deux sports justement que tu as préconisés? Le hockey était assurément une passion, mais pas le football, parce qu'il faut se rappeler quand le football canadien à Montréal a quitté en 1987, ou tout juste avant le début de la saison 87. Oui. Les Alouettes ont été dissous. Et donc, j'ai grandi. Lorsque j'étais adolescent, moi, j'allais au Stade olympique voir des expos, j'allais au Forum pour le Canadien, j'aimais le soccer. À l'époque, au début des années 80, il y avait une équipe qui s'appelait le Manic, que j'aimais beaucoup. Mais le football, c'était pas nécessairement en moi. C'était pas une grande passion. Je regardais un petit peu les matchs de la NFL, mais rien de plus. Je connaissais les vedettes, mais c'était pas pour moi quelque chose qui était... c'était pas un sport qui était très attrayant. J'avais davantage d'intérêt ailleurs. Et ce qui est arrivé, c'est qu'au début de l'année 96, donc quelques mois après mon entrée à RDS, on apprenait que les Stallions de Baltimore, qui étaient l'une des équipes américaines de la Ligue canadienne, déménageaient et étaient relocalisés à Montréal. Alors, le football canadien était de retour dans la métropole et RDS se cherchait quelqu'un pour couvrir les activités quotidiennes de l'équipe. Il y avait très peu de candidats à l'époque qui étaient disponibles pour ce poste-là parce que la plupart étaient déjà affectés à d'autres tâches. Si on se rappelle, il y avait déjà des gens qui étaient sur le Canadien, le beat, la couverture quotidienne du Canadien. Même chose pour les expos, le tennis, le golf. Bref, il n'y avait pas vraiment de candidats ou candidates à l'époque. Alors, on m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? Moi, j'ai répondu très rapidement. J'ai dit, oui, ça m'intéresse, mais deux choses. Le football, je ne m'y connais pas beaucoup et mon anglais n'est pas très bon non plus. J'ai grandi dans une banlieue francophone, à Repentigny, majoritairement francophone, élevé par, évidemment, des parents francophones. Alors, mes seules connaissances de l'anglais, je les avais acquises en regardant la télévision, en regardant des quiz, en regardant des événements sportifs qui étaient décrits en anglais. Oui. Mais sinon, je n'avais pas de très, très grandes connaissances. Mais on m'a répondu, David, ne t'en fais pas, ce ne sera pas une grosse couverture, ça commence, ce ne sera pas comparable aux Canadiens, ce ne sera pas comparable aux Expos. Et ça a été le cas. J'ai vraiment fait mon travail graduellement. Au début, c'était 1, 2 occasions par semaine. Par la suite, c'est devenu 3, 4 couvertures par semaine. Puis à un certain moment, c'était des semaines entières, 5, 6 jours à couvrir les Alouettes. Donc, c'était des entraînements, les matchs, les lendemains de matchs. C'est devenu vraiment une grosse couverture à partir fin des années 90, début 2000. Lorsque les Alouettes sont vraiment devenues l'une des forces de la Ligue canadienne, la couverture a augmenté en ce sens-là. Ah oui. Puis du côté de la NFL, évidemment, il y a plusieurs de nos auditeurs qui écoutent les matchs de football le dimanche. Mais pour toi, ça ressemble à quoi un dimanche à couvrir les matchs de la NFL? Tout sauf boire de la bière et manger des nachos, évidemment. C'est beaucoup de travail. Ça demande de la préparation dans les jours qui précèdent les matchs. Le bonheur que j'ai, c'est de pouvoir décrire des matchs
quelques fois par semaine, c'est-à-dire qu'on a la rencontre du jeudi, les matchs du dimanche, le match du lundi. Alors, ça m'occupe beaucoup. De septembre jusqu'au Super Bowl, disons que ça beaucoup. Là. J'ai des semaines très remplies. Euh, Chaque match, je dirais, nécessite 5 heures de préparation. Alors, si j'ai 4, 5 matchs à faire dans une semaine, c'est sûr que juste en préparation, la moitié de ma semaine normale, si on dit qu'une semaine normale de travail, c'est 40 heures, bien, la moitié passe assurément dans la préparation. Puis ensuite, il faut aller les décrire, ces matchs-là, il faut se rendre au bureau. Cela dit, je ne me plains pas du tout. Là. C'est vraiment un job qui est fantastique. Je me pince souvent parce que je me dis, je suis payé pour décrire des matchs de football. Et donc, c'est beaucoup de travail. On tente de lire tout ce qui s'écrit sur les équipes, surtout celles qui sont impliquées dans les matchs qu'on va présenter. Mais on essaie de se tenir au courant, de connaître les principaux dossiers à travers le circuit. Et c'est ce que je fais depuis maintenant quelques années et j'en suis très content. Parce que veux pas, c'est difficile évidemment d'écouter les matchs des autres équipes, étant donné qu'il y a beaucoup de matchs qui se déroulent en même temps le dimanche. Mm-hmm. Ça Oui, prend beaucoup de effectivement, préparation. Oui, c'est impossible. Lorsqu'on fait le match en direct, c'est impossible pour nous de suivre une rencontre Ouais. d'un œil distrait là, en regardant ça. C'est impossible parce qu'on doit avoir toute notre attention sur la rencontre en tant que telle. Mais comme vous, on a des comptes Twitter, on est capable de suivre ce qui se passe ailleurs. On voit des journalistes qui écrivent des trucs. Ah, on réalise que tel gars est en train d'offrir toute une performance dans un autre match. Mais ce travail-là de présenter ce qui se fait ailleurs, c'est sur nos collègues qui vont en parler à la mi-temps, qui vont faire un résumé des autres rencontres, qui vont commenter les autres dossiers. Alors, moi, je me concentre surtout sur le match qu'on présente. Et puis, c'est sûr que par la suite, je fais du rattrapage, je vais regarder NFL Network, je regarde les résumés des bulletins sportifs le lendemain pour voir, OK, quelles sont les séquences qui ont été les plus marquantes. Mais lorsque je fais la description en tant que telle, je regarde uniquement le match que l'on présente. Et cette année, bon, on le sait, les Buccaneers de Tampa Bay ont gagné justement le Super Bowl contre les Chiefs de Kansas City. Bon, on ne s'attendait pas à un match aussi facile, aussi à l'avantage des Bucs. De ton côté, étais-tu un peu surpris du dénouement de la saison? Oui, je suis surpris. J'avais choisi les Chiefs. On m'a toujours dit ne parie jamais contre Tom Brady. Moi, j'étais persuadé que Brady en aurait une mauvaise dans le système. Je me disais que les probabilités étaient meilleures pour les Chiefs. Ils avaient tellement été bons. L'année dernière, rappelez-vous le nombre de matchs qu'ils ont joués. Ils accusaient des retards de 10 points, revenaient de l'arrière, gagnaient, devrais-je dire. Cette année, on le sentait vers la fin de la saison. On avait l'impression qu'ils étaient parfois sur le régulateur de vitesse, là, sur le pilote automatique, en faisait juste assez pour gagner. Et je me disais, si jamais on doit y aller coup pour coup, l'attaque des Chiefs est meilleure à mes yeux que celle des Buccaneers. Mais je m'attendais à un match qui allait se terminer 34-31 pour Kansas City, une dernière séquence de Mahomes, peut-être un botté de précision d'Harrison Butker. Mais Brady nous a démontré encore une fois qu'il est le plus grand quart arrière. Je sais que c'est difficile de comparer les époques. Il y a plusieurs grands quarts arrière que je n'ai jamais vu jouer. Mais quand un joueur revendique à lui seul 7 conquêtes du Super Bowl, combien de titres de joueur par excellence lors de ce match, capable de gagner avec les Patriots, mais arrive avec une nouvelle formation cette année, gagne à domicile en plus, ce qui n'était jamais fait dans l'histoire de la NFL. Je sais que c'est aussi un concours de circonstances, c'est-à-dire qu'on arrive à la bonne place au bon moment. Plusieurs autres équipes qui auraient peut-être eu la chance de gagner à domicile, puis ça n'a pas donné parce que, bon, tous les facteurs n'étaient pas rassemblés, mais ce que Brady fait, c'est tout simplement fantastique et bravo, un grand athlète. Je suis choyé de pouvoir le voir. D'ailleurs, nous tous sommes choyés de voir Brady à l'œuvre, puis plus tard, on pourra dire, ben, moi, j'étais là. Ces meilleurs matchs, je les ai vus, je les ai décrits, je les ai regardés à la télévision, comme vous entendez peut-être vos parents dire, moi, j'ai vu Guy Lafleur dans ses meilleures années au hockey, ou j'ai vu Bobby Orr, ou j'ai vu, nommez-les, tous les grands athlètes qui sont maintenant plus âgés que nous. Alors moi, un jour, je pourrais dire, ben moi, les meilleures années de Tom Brady, je les ai vues, j'ai décrit ses meilleures performances. Ben oui. Puis on en a parlé la semaine passée aussi dans notre podcast, mais J.J. Watt, cette situation qui est particulière, il y a toutes les équipes évidemment qui veulent mettre la main sur lui. Est-ce que tu as une liste d'équipes où tu vois J.J. Watt peut-être se diriger? Ben, pas vraiment. J'ai vu les mêmes équipes qui Ouais. pourraient être intéressées. Au départ, je croyais que les Steelers allaient tenter de l'obtenir en raison de la présence de ses frères. Je me disais Ouais. que ce serait fantastique de voir les 3 Watts au même endroit.
Là, on parle des Packers, qu'il aimerait se retrouver au Wisconsin. Que la semaine dernière, il y avait une vidéo, je pense, ou une photo qui circulait. Il pelletait de la neige. Alors là, le message, c'était il est prêt pour le grand froid de Green Bay. J'ai aucune idée quelle équipe va vouloir... quelle équipe a l'avantage dans la course. C'est un fichu de grand joueur. C'est vraiment une priorité pour une équipe qui veut s'améliorer en défense et qui a besoin d'un tel joueur d'impact. Je lui souhaite le meilleur. Je pense qu'après 10 ans à Houston, il a quitté avec beaucoup de classe. Il a demandé au propriétaire d'obtenir sa libération pour poursuivre sa carrière ailleurs. Je pense que tout ça a été fait avec énormément de respect. Ça démontre d'ailleurs le grand homme qu'il est. Non seulement il est un excellent athlète, mais également un être humain de grande qualité. Il l'a prouvé ces dernières années, notamment gagnant du trophée Walter Payton. Alors, je lui souhaite le meilleur. C'est tout un joueur de football. J'espère qu'il va se retrouver avec une bonne formation qui, non seulement va être bonne, mais va lui donner la chance, qui sait, de se rendre jusqu'au bout et de remporter le trophée Lombardi. Du côté peut-être canadien, j'imagine, tu as hâte aussi que les Alouettes ne veulent pas reprendre l'action. Tu le disais tantôt, à chaque année, ta couverture de l'équipe a augmenté, mais l'an dernier, ça a été un peu différent, évidemment. Oui, effectivement, ça me manque beaucoup. C'était très étrange l'année passée de ne pas me rendre au stade Percival Molson ou même ailleurs dans la Ligue canadienne. Puis j'étais même prêt à faire mon travail seulement du studio si on avait voulu limiter les voyages au possible. Mais c'était très bizarre, effectivement. C'était la première fois, si on fait une exception de 3 années au cours desquelles j'ai animé une autre émission qui était Hockey 360 au début des années 2010. Et depuis 1996, à chaque année, je couvrais le football canadien. Alors, c'était très étrange pour moi de ne pas être là, de ne pas faire mon travail. Ça a été... tout le monde, en fait, tout le monde vit une situation qui est très particulière. La mienne n'est pas pire. La mienne, c'est-à-dire, je vis ça comme tout le monde, puis tout le monde a ses petites frustrations, tout le monde a ses petites déceptions. Puis, en espérant que l'été prochain, il va y en avoir. Si jamais on passait une autre année sans football canadien, je ne sais pas si la Ligue sera capable de s'en remettre, parce que contrairement aux autres circuits professionnels qui décrochent beaucoup d'argent, ne serait-ce que par les contrats de télédiffusion, par les commandites, la Ligue canadienne est une petite ligue qui dépend beaucoup de l'argent récolté lors de la vente de billets. Alors, si on joue des matchs, mais il n'y a pas de spectateurs dans les gradins, c'est sûr que les coffres ne sont pas garnis. Alors, je souhaite le meilleur à cette ligue-là. C'est une ligue que j'affectionne beaucoup. Certains n'aiment pas la Ligue canadienne, n'aiment pas les règlements. Moi, j'adore le football canadien, comme j'aime le football de la NFL. On me pose souvent la question, est-ce qu'il y a une ligue que tu préfères en particulier? Je dis toujours, aimes-tu les fruits? Oui. Bon, ben alors, t'aimes les oranges? Oui. T'aimes les pommes? Oui. Bon, ben c'est ça. Une journée, j'aime beaucoup les oranges, puis à un moment donné, j'aime beaucoup les pommes. Si tu me dis, est-ce que je dois en choisir un fruit en particulier? Non. J'aime les fruits. Ils sont tous bons. Puis, à un moment donné, c'est ça. C'est par période. Et je mange des pommes à l'été, je mange des oranges à l'automne. Et puis, on mélange tout ça. Bien Mais dit. justement, dans l'éventualité, en fait, qu'il y avait peut-être une saison, on va y aller vers ce scénario-là. Quelles sont peut-être tes attentes pour les Alouettes en sachant qu'on a quand même bien fait la dernière saison, justement, avant l'arrêt des activités? Oui, moi, je pense que les Alouettes se sont beaucoup améliorées. Du gros travail qui a été fait par Danny Maciocia comme directeur général, même Mario Cecchini comme président qui amène une nouvelle identité à cette équipe-là. J'adore ce que l'équipe fait. J'espère qu'on sera en mesure de reprendre là où on a laissé, avec Vernon Adams qui est en possession de ses moyens, dit même qu'il pourrait vise le titre de joueur par excellence. Je lui souhaite. C'est ce dont les Alouettes ont besoin. Ils ont besoin de stabilité à la position de quart arrière. Je crois qu'ils ont été en mesure. On est en train de ramener l'identité locale, l'identité québécoise qui a fait défaut un peu chez les Alouettes ces dernières années. Danny, avec ses nombreux contacts, tous les joueurs qui sont passés par le programme des Carabins de l'Université de Montréal notamment, mais d'autres également qui ont joué à Sherbrooke, à Laval, qui s'amènent chez les Alouettes. C'est important de redonner ce sentiment d'appartenance-là aux joueurs et à la population. C'est important de se reconnaître avec ces joueurs. Et je me dis que ça doit être aussi fort attrayant pour les joueurs d'ici de gagner leur vie dans leur cours, d'être près de leur famille. Et cela dit, tant mieux s'il y a des joueurs qui sont à Edmonton, à Winnipeg, à Vancouver et qui sont heureux là. Je n'ai pas de problème avec ça, mais je me dis que ça doit être fantastique pour un Québécois d'évoluer chez lui, d'avoir sa famille tout près, de pouvoir, qui sait, avoir un métier en à côté quand son horaire le lui permet. Alors, moi, j'adore ce que les Alouettes font et c'est important
je le répète, de ramener cette identité-là, qu'on a retrouvée beaucoup dans les années 2000-2005. Vous êtes peut-être un peu jeune, mais à l'époque, il y avait évidemment Pierre Vercheval qui était là, mais il y avait Bruno Eppel, il y avait Éric Lapointe, il y avait Sylvain Girard. Il y en a eu là, des joueurs québécois, Mathieu Proulx par la suite, Étienne Boulay et ainsi de suite, Stéphane Fortin. Bref, Steve Charbonneau, j'en oublie, là, mais bref, il y avait beaucoup de Québécois, puis les gens s'identifiaient énormément à cette équipe-là, et c'est ça que les Alouettes doivent faire. On doit ramener cette fierté québécoise, le talent local, et dire aux joueurs universitaires, si vous voulez, par la suite, il y a des bonnes chances que vous poursuiviez votre carrière avec nous autres à Montréal. Oui, c'est vrai, c'est toute une opportunité. Puis sinon, tu couvres également les matchs des sénateurs d'Ottawa. C'est qui les joueurs, par exemple, qui t'impressionnent le plus chez les sénateurs, même si c'est un peu plus difficile pour eux en ce moment? Oui, c'est une bonne équipe. L'affiche, je sais, ne démontre pas la qualité de cette formation-là. Beaucoup de gens sont portés à dire, ah, ils sont mauvais. C'est une équipe qui doit apprendre à gagner. C'est une équipe qui mise sur de jeunes joueurs qui ne sont pas mauvais. C'est juste quelques erreurs ici et là qui font en sorte que cette équipe va s'écraser à un certain moment. Mais on le sent. Ils sont capables de rivaliser avec certaines équipes. Je ne dis pas toutes les équipes. On l'a vu il y a quelques jours, les Maple Leafs ont joué contre les Sénateurs. Ils étaient excellents. Ils étaient vraiment rapides. Mais à Ottawa, il y a énormément de talent. Évidemment, Brady Tkachuk est tout un joueur de hockey. DJ Smith a dit il y a quelques jours, il est le moteur de l'équipe. Sera-t-il le prochain capitaine? Qui sait? Josh Norris est un bon jeune attaquant qu'on a acquis dans la transaction d'Eric Carlson. En défense, Chabot est très bon. Eric Brandstrom également qui s'en vient. Il a été acquis de Vegas il y a 2 ans maintenant, je pense, lors de la transaction de Mark Stone. Lassie Thompson qui est dans la filiale. J'en oublie beaucoup, mais c'est une équipe, je pense, qui a le potentiel d'ici 3 ans, je pense, pour devenir une des bonnes équipes. De là à aspirer à la Coupe Stanley, comme Eugene Melnyk l'a dit il y a un certain temps, je ne pense pas. Je crois qu'on doit régler la situation devant le filet. Matt Murray a coûté cher. Il y a toujours le temps de se replacer, mais pour l'instant, l'investissement n'est pas très, très payant pour les Sénateurs. Mais si on a un bon gardien et qu'on réussit à garder ce noyau-là et faire en sorte que les jeunes joueurs ne veuillent pas quitter dès qu'ils en ont l'occasion, je me dis qu'il y a du potentiel à Ottawa. Moi, je trouve que c'est une belle équipe. J'ai beaucoup de plaisir à faire les matchs. Je les regarde et puis je les trouve vraiment talentueux. Ils sont pas loin. Ils sont vraiment pas loin. Il leur manque peut-être quelques vétérans aussi pour les aider à devenir des professionnels jusqu'au bout. Cette année, ils ont embauché quelques vétérans. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Cédric Paquette a été échangé rapidement. L'expérience Galchenyuk n'a pas été concluante. Braden Coburn également. Alors, on verra, mais c'est une bonne équipe. Et aussi, bon, peut-être sortir un peu de ton cadre de ta couverture actuelle. Tu t'occupes aussi, veux pas, de plein d'autres sports, tu suis d'autres sports, tu le mentionnais tantôt. Lorsque tu ne travailles pas, justement, qu'est-ce que tu aimes suivre le plus particulièrement, justement? Et est-ce que tu t'attardes autant au monde du sport, si on veut, ou tu profites de tes quelques journées de congé? Je profite de mes journées de congé. J'ai une jeune famille, 2 enfants, une conjointe. C'est sûr que lorsqu'on est à la maison, il y a les obligations familiales qui priment. Lorsque j'ai un peu de temps, j'essaie de me rattraper dans les séries télé, ce qui est fait au Québec. Je regarde pas mal tout ce qui se fait au Québec en français. Netflix est évidemment devenu un de nos meilleurs amis au cours des derniers mois. On a regardé à peu près tout ce qui s'est fait sur Netflix, mais je regarde vraiment toutes les plateformes, tout.tv, Club Illico, des trucs comme ça. Alors, c'est surtout ça que je fais. J'ai malheureusement accumulé beaucoup de retard depuis, je dirais, une dizaine d'années. Auparavant, je regardais assez souvent des films, j'étais à jour, je connaissais les principaux acteurs, actrices, les chanteurs, chanteuses, mais malheureusement, avec les enfants, parfois, on arrive le soir, puis on a juste envie de poser la tête sur le sofa, puis de relaxer un peu. Alors, c'est mon objectif dans les prochains mois, prochaines années, essayer de rattraper ça un tout petit peu. Mais je dirais que c'est vraiment la télévision, les séries télé qui nous occupent le soir lorsque les enfants sont couchés. Ah oui. Puis sinon, ce serait quoi le plus grand moment sportif que tu as couvert dans ta carrière, selon toi? C'est dur. C'est difficile de répondre à cette question-là. Il y en a eu plusieurs.
probablement les Super Bowls, d'être sur place. J'ai encore frais à la mémoire les fameuses remontées des Patriots contre les Falcons, la fin de match Patriots contre Seahawks alors que Seattle menace à la porte des buts. On ne donne pas le ballon à Marshawn Lynch, on tente une passe vers Ricardo Lockett, puis Malcolm Butler fait l'interception. Je me rappelle parce qu'on était vis-à-vis la ligne des buts. Le jeu est survenu à la porte des buts. Ouais. Et notre cabine d'annonceurs, on était vraiment vis-à-vis cette ligne-là. Et bon, c'est sûr que lorsqu'on regardait à notre gauche, puis que l'autre zone des buts était à l'autre bout, c'était un peu plus difficile de voir l'action. Mais je me rappelle très bien que dans ce cas-ci, le jeu le plus important est survenu devant nous. Ah oui. C'était vraiment les frissons que tu peux ressentir. Puis je fais une parenthèse, j'ai pas de parti pris. Les gens me demandent des fois, est-ce que tu as une équipe préférée? Tantôt, je parlais en bien de Tom Brady, mais Tom Brady n'est pas mon idole. Tom Brady n'est pas mon joueur préféré. J'aime les grands athlètes, j'aime les bonnes équipes, mais moi, ça ne me dérange pas que les Patriots gagnent, que les Chiefs gagnent. Comme l'année passée, c'était fantastique que Laurent Duvernay-Tardif gagne, mais je n'ai pas misé d'argent sur son équipe, puis je n'ai pas de chandail de Laurent à la maison, puis je suis juste content lorsqu'on a de bons matchs. Et on a été bien servis ces dernières années. Je parlais de ces rencontres-là, les Eagles, lorsqu'ils ont remporté le Super Bowl avec le Philly Special, le jeu truqué. C'est vraiment... J'étais là il y a une bonne douzaine d'années lorsqu'il y a eu le helmet catch, lorsque David Tyree a fait son attrapé spectaculaire quand Eli a échappé à la pression des Patriots et qu'il a lancé ce ballon-là. J'étais là. Je me rappelle parfaitement de ce jeu-là. Je n'étais pas descripteur à ce moment-là, j'étais reporter, donc assis dans les gradins. Puis Eli me faisait dos, a lancé à l'autre bout. Puis je me rappelle, ils sont tout petits, là, mais tu regardes, tu fais, est-ce qu'il a attrapé le ballon? Ah oui, puis là, tu regardes sur l'écran géant. Ensuite, tu fais wow, c'est impressionnant ce qu'il a fait. Le retour de James Harrison de 100 verges, retour d'interception contre les Cardinals, les Steelers. Harrison courait dans ma direction. J'étais dans les hauteurs du stade, puis je me souviens très bien, l'interception a eu lieu là, puis je vois Harrison qui s'en vient. Il court, puis boum, tombe une verge à l'intérieur de la zone de but, je pense. Alors, je suis vraiment chanceux d'avoir vécu ces événements-là sur place, en direct. J'ai fait une fois les Jeux olympiques, c'était en 2010 à Vancouver. Là aussi, j'étais pas mal privilégié d'être là, quoique mon travail était fait à Whistler pour les sports de glisse. Alors, je n'étais pas au centre-ville de Vancouver, là où il y avait vraiment la grande fébrilité, la grande effervescence des Jeux. Moi, c'était un peu plus intime, si le mot intime est juste dans ce cas-ci, mais c'était comme si les Jeux avaient lieu à Montréal, puis que nous, on était dans les Laurentides pour les sports de glisse. Alors, on était dans notre petite bulle, si je reprends le terme de bulle. On était vraiment dans notre monde. Alors, c'était particulier. Mais vraiment, j'ai été très chanceux. Les conquêtes de la Coupe Grey par les Alouettes, d'être dans le vestiaire, de côtoyer de grands athlètes, des gens que je respecte énormément, de très bonnes personnes. J'ai beaucoup d'admiration pour les athlètes, pour ce qu'ils accomplissent, les sacrifices qu'ils s'imposent, d'être capables de se rendre au bout, d'être parmi les meilleurs dans leur ligue sur la planète. Moi, c'est ce qui me fascine le plus dans tout ça. Alors, c'est vraiment de beaux moments. Puis peut-être un dernier dont je me rappelle, parce que là, je réfléchis. En 95, 2 décembre 95, je crois, j'étais au Forum. Patrick Roy a levé les bras et il a joué son dernier match avec le Canadien. J'étais là pour TQS. Ah oui. Donc, j'en étais à mes débuts. Là. Ça faisait quelques mois à peine. Et à ce moment-là, je couvrais le Canadien la fin de semaine. Et c'était un match le samedi soir contre les Red Wings. Alors, j'étais sur la galerie de presse. J'ai encore d'ailleurs mon accréditation, mon accréditation quelque part, là, mon petit coupon du Forum. Et j'étais là. Puis encore là, même chose, je me rappelle, j'étais sur la galerie de presse. Le filet de Roy, lorsqu'il a levé les bras, était à ma droite. Il s'est rapporté au banc. Il est passé. Puis là, bien, évidemment, les images que vous avez tous vues à la télévision, passe devant Mario Tremblay, revient, va parler à Ronald Coré. Ça, je me rappelle très, très bien de ça. Après le match, avoir patienté pour tenter de parler à Patrick Roy pour finalement réaliser qu'il avait déjà quitté. Puis je me souviens avec quelques journalistes qui étaient là, tout près du garage, puis on essayait d'intercepter, je ne sais pas, Ronald Coré ou Jean Houle, ou quoi que les gens avaient parlé dans le vestiaire un peu avant, je crois. Mais bref, c'est fantastique. Là. Vraiment, je suis très, très chanceux. Là. Je pourrais en parler longtemps.
Et j'étais curieux, justement, avais-tu peut-être une anecdote particulière, peut-être plus sur le plan personnel, justement, que tu as vécu, que ce soit une entrevue avec un joueur ou un moment, justement, qui est particulier que tu as vécu depuis le début de ta carrière? Moment particulier, de bons moments, de belles rencontres, beaucoup de plaisir. J'essaie de me rappeler, est-ce que j'ai eu maille à partir avec quelqu'un? OK. Oui, mais ne me demandez pas de nommer la personne. Je vous Il le n'y a pas de dirai, je vous le problème. dirai pas. Je vous le dirai pas, mais je vais vous raconter le contexte. L'histoire du Canadien à ce moment-là, en 95. Le Canadien congédie Jacques Demers, Serge Savard, le directeur général. On nomme Mario Tremblay comme entraîneur-chef, Régent Hall comme directeur général. Je suis à TQS. Mon patron me dit, il y a une conférence de presse ce soir à 17h pour annoncer le nouvel entraîneur-chef. Je suis de retour au bureau, c'est le samedi après-midi. Et donc, mon patron me dit, est-ce qu'il y a moyen pour toi de savoir si les joueurs ont été convoqués plus tôt au forum pour assister à la conférence? Parfait. Alors moi, je prends un calepin. Il y avait un calepin de numéro de téléphone. Ce n'était pas mes contacts, là. C'était quelque chose qui était dans le bureau. Et il y avait les coordonnées de quelques joueurs des Canadiens qui étaient déjà venus à TQS à l'époque pour des entrevues, des émissions. Alors là, je regarde, puis là, je tombe sur un numéro de téléphone. J'appelle le joueur en question. Hey, bonjour, David Arsenault, TQS. Oui, oui, oui. Bon, écoutez, je voudrais savoir, est-ce que tu as été convoqué plus tôt aujourd'hui pour la conférence de 17h? On va annoncer ton nouveau coach. Un joueur vraiment gentil. Non, 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 on ne m'a pas convoqué. Moi, ma routine comme d'habitude. OK, je m'excuse de t'avoir dérangé. J'espère que tu n'étais pas sur le point d'aller te coucher, parce que les gars font souvent des siestes l'après-midi. Non, 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 tout est beau. Parfait. Raccroche. Je me pointe au forum, au stationnement qui est tout près du forum à l'époque, de l'autre côté de la rue. Et là, j'attends les joueurs qui arrivent tous. Puis contrairement au Centre Bell, ils ne pouvaient pas se cacher à l'intérieur. Ils ne pouvaient pas se stationner puis ensuite marcher à l'intérieur sans avoir à... Ils devaient traverser la rue et aller au coin du forum pour entrer à l'entrée des médias. Alors, je vois le joueur en question et là, je l'attends pour les commentaires et il me poivre, là. Il m'engueule, là. Vraiment, là. Comment ça se fait que tu m'as appelé? Où est-ce que tu as pris mon numéro? Je ne veux plus jamais que tu fasses ça. Puis là, écoute, moi, je suis jeune et j'avoue que je suis encore fasciné de rencontrer ces joueurs du Canadien parce que quelques années auparavant, j'étais un amateur de hockey. Alors, pour moi, là, c'est encore impressionnant d'avoir l'occasion d'interviewer ces joueurs-là. Et ils m'ont engueulé, mais engueulé. Et pour finalement dire, bon, mais t'as fait-tu ton entrevue? Fait que le caméraman allume sa petite lumière, puis fait l'entrevue, puis je pose des questions. Mais ça m'avait... Puis c'est drôle parce que c'est ce genre de moment-là qui m'a enlevé un petit peu de magie. J'ai comme été désillusionné à partir de ce moment-là. C'est comme si à ce moment-là, j'avais réalisé que je n'étais plus un fan, je suis journaliste. Et je suis là pour faire mon travail. Puis, tant pis si je déplais à qui que ce soit. J'étais là, j'ai pas j'ai pas été impoli à l'endroit de ce joueur-là en particulier. Je pense avoir toujours fait mon travail correctement. Si ça lui a déplu, OK, regarde, tu as le droit. Mais c'est comme si à ce moment-là, la coupure s'était faite. C'est comme si j'ai réalisé, OK, regarde, c'est fini, là. Les autographes, quoi que je ne demandais pas d'autographes, là, mais le côté fan, là, le côté cheerleader, là, non, terminé. Alors, c'est pour ça que quand on me dit maintenant, as-tu des idoles, as-tu des équipes préférées? Pas du tout. Et je suis totalement sincère. Gagne, perd, moi, ça ne me dérange pas. J'ai été à la Coupe Grey. Si les Alouettes perdent à la Coupe Grey, je reviens chez nous, moi, le soir, là, puis je suis déçu pour certaines personnes. Je suis déçu pour des gens que je respecte. C'était pas facile de voir les joueurs des Alouettes, par exemple, qui venaient de perdre 2, 3 Coupes Grey consécutives, puis d'aller les revoir dans le vestiaire, puis de reposer les mêmes questions. Puis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Puis comment te sens-tu? Puis ça doit être terrible. Je me souviens, j'avais pas le choix d'aller voir Anthony Calvillo quand ils ont perdu à la Coupe Grey en 2008. Ils avaient gagné en 2002, mais avaient perdu en 2003, 2005, 2006 et 2008. Donc, je crois que c'était 4 fois de suite la Coupe Grey. C'est sûr que tu te sens mal. Tu te dis, regarde, c'est un grand athlète, puis je ne veux pas te taper sur les mains, mais j'ai un job à faire. Alors, j'avais de l'empathie pour ces gens-là, pour ces athlètes-là, mais cela dit,
moi, chez nous, je retournais le soir, puis je vivais très, très bien. Alors, vraiment, tant mieux. On remercie ce joueur-là qui a fait en sorte que la coupure s'est faite immédiatement. Puis sinon, donc, à part ta carrière de commentateur sportif, est-ce que tu as d'autres projets peut-être pour l'avenir? Pour l'instant, non. C'est-à-dire que, en fait, non. Je veux travailler pour RDS. Ouais. Là, je ne compte pas aller ailleurs ou quoi que ce soit. Je n'ai pas, de projet en tant que tel. Je n'ai pas de carrière qui m'attend dans un autre domaine complètement. J'ai entrepris il y a peut-être 8 à 10 mois, j'ai entrepris la rédaction de la biographie d'Yvon Lambert, qui est un ancien joueur des Canadiens. C'est maintenant connu. Au début, je ne voulais pas trop en parler parce que, officiellement, il n'y a encore rien de signé avec un éditeur, mais j'en ai parlé récemment à Richard Labbé de La Presse qui avait fait un article sur Yvon Lambert. Et donc, j'ai entrepris la rédaction de cette biographie-là. Ça, c'est un projet qui me tenait à cœur depuis très longtemps. C'est quelque chose que je souhaitais accomplir ardemment depuis 7-8 ans au moins, que j'y pense, que je cherche le bon sujet. J'avais tâté le terrain, j'avais demandé à certaines personnalités si elles accepteraient de participer à mon projet. La plupart de ces personnes-là n'étaient pas prêtes parce que, quand tu décides de t'ouvrir, quand tu décides de raconter ta vie, parfois, tu as des squelettes dans le placard, tu ne veux pas trop tout raconter, tu ne veux pas froisser certaines personnes. Et Yvon, c'est à la suite de la discussion avec mon éditeur, on a dressé une liste de candidats. Okay. Et puis, j'ai approché Yvon, sa conjointe, qui est sa gérante également. Et je lui ai dit que j'étais intéressé à écrire la vie, l'histoire d'Yvon. Puis, on m'est revenu quelques semaines après pour me dire on embarque. Alors, depuis le mois de juin, je pense, juin 2020, je parle à Yvon une fois par 2-3 semaines. On fait quelques heures d'entrevue. J'y vais de façon chronologique. Et puis, ensuite, je reviens à la maison, un petit 2-3 semaines, j'écris à temps perdu. C'est évident, par exemple, à l'automne, lorsque j'étais en plein football, je n'ai pas beaucoup touché à ce projet-là. Mais là, le fait que le football soit terminé, que je n'ai que le hockey à animer, ça me permet certaines journées de dire, OK, je vais me consacrer quelques heures là-dessus. Une fois que les enfants sont partis à l'école, que la conjointe est partie travailler, on essaie de... Mais c'est un projet qui m'emballe énormément. Moi, j'ai acquis ma formation de journaliste en presse écrite à l'époque à Jonquière, mais je n'ai jamais écrit pour un journal. J'ai commencé tout de suite en travaillant à la télévision. Vous savez un peu comment ça fonctionne, écrire un article de journal ou pour le web, peu importe, c'est complètement différent de faire un reportage. Un reportage, c'est un tout petit bridge qu'on appelle, quelques lignes qui amènent à un extrait sonore. Alors là, moi, ma façon d'écrire, il faut absolument que je la change. C'est-à-dire que là, j'ai le temps d'installer l'histoire. Je ne suis pas obligé d'être très, très rapide, d'être toujours avec la ligne, la phrase punchée. Mais c'est un grand exercice pour moi parce que c'est pas facile. Je n'ai pas la prétention d'avoir une belle plume. Cela dit, je pense que ça va être un bon livre. Ça va être écrit selon mes capacités. Ça va être à l'image d'Yvon également. Je suis super emballé de travailler avec lui. C'est un homme fantastique que je connaissais de réputation pour l'avoir interviewé quelques fois. Mais à force de le rencontrer, de lui parler, de l'entendre, je me suis lié d'amitié avec cet homme-là. C'est un monsieur fantastique. Sa conjointe, elle est d'une gentillesse incroyable et je suis honoré d'écrire son histoire. Puis j'espère, je ne sais pas quand le livre va sortir exactement, mais j'espère, lorsqu'il sera publié, que les gens vont être intéressés à lire ça parce que ça va être l'histoire d'Yvon, mais ça va être également l'histoire des Canadiens dans les années 70. Les anecdotes, tout ce que vous avez entendu sur les grands joueurs, sur Lafleur, Robinson, Savard, Lapointe et compagnie. C'est vraiment ça. C'est Yvon, mais également la dynastie des Canadiens, notamment de 75 à 79. L'individu et l'équipe, finalement. Oui, c'est en plein ça. On a super hâte de lire ça, en tout cas. Oui, mais j'espère. Merci beaucoup. D'être venu faire un tour avec nous. C'est super apprécié, là, vraiment. Mais je suis honoré que vous ayez pensé à moi, puis bon succès pour vos projets futurs. Merci beaucoup. Merci.